Bonjour à tous. Tout d'abord, bravo d'être là un samedi matin. Donc moi, je suis le docteur Benjamin Fernandez, je suis chirurgien digestif au CHU de Bordeaux et spécialisé dans les pathologies colorectales. Donc mon activité quotidienne, c'est vraiment d'opérer des côlons et des rectums, que ce soit des pathologies bénignes, ça va pas être la présentation d'aujourd'hui, tout ce qui est maladie de Crohn, maladie inflammatoire, les pathologies type diverticulite ou inflammation. On va vraiment parler du cancer du côlon et du rectum, où c'est à peu près 75% de mon activité quand même. Donc tout d'abord, le cancer du côlon ou du rectum, c'est une maladie qui se développe aux dépens des cellules qui tapissent le côlon et le rectum. Donc ce sont des tumeurs malignes qui proviennent principalement des tumeurs bénignes qu'on appelle des polypes. Donc les polypes, on en a tous entendu parler. Les polypes, ce sont des petites excroissances qui se développent au sein du côlon et du rectum. Et on dit généralement que le passage d'un polype au cancer, c'est à peu près entre 5 et 10 ans. Donc l'objectif, quand un patient réalise une coloscopie et qu'il y a un polype qui est une pathologie bénigne, c'est de l'enlever pendant cette coloscopie pour éviter la dégénérescence en cancer. C'est une évolution qui, on va voir, est lente et insidieuse. Je vous ai dit, c'est entre 5 et 10 ans d'évolution. Et la symptomatologie, les signes cliniques liés au cancer n'apparaissent pas tout de suite. C'est-à-dire qu'au stade précoce, les patients se sentent très bien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va parler ensuite du dépistage. Donc, quelques chiffres en France, c'est 45 000 nouveaux cas par an. C'est le troisième cancer en termes de volume en France. Il est responsable de 18 000 décès. C'est la deuxième cause de décès pour cancer en France. Ça touche aussi bien les hommes que les femmes, préférentiellement environ 55% d'hommes et 45% de femmes. Dans 85% des cas, ce cancer colorectal, il est ce qu'on dit sporadique. C'est-à-dire qu'on n'a pas de cause évidente, hormis des facteurs de risque qu'on va détailler tout à l'heure. Dans 10% des cas, il y a une forme familiale sans anomalie génétique, c'est-à-dire que on a des histoires dans la famille de cancer du côlon ou du rectum, que ce soit les parents proches ou les parents éloignés. On réalise des tests génétiques pour vérifier s'il y a un gène qui est en cause dans le développement de ce cancer. Donc dans 10% des cas, on ne trouve aucun gène, soit parce qu'il n'y en a pas, soit parce qu'on ne le connaît pas encore. Et dans 10% des cas, il y a une forme familiale avec des gènes mis en cause que l'on connaît déjà. C'est ce qu'on appelle par exemple le syndrome de Lynch. Où là, on a effectivement une histoire familiale de cancer du côlon et du rectum depuis vraiment plusieurs générations. Donc sur le plan de l'anatomie très rapidement, donc le côlon c'est aussi ce qu'on appelle le gros intestin, c'est vraiment la partie terminale du tube digestif. Il commence à droite avec ce qu'on appelle le cécum. Vous voyez ici l'appendice. Quand on fait une appendicite, c'est cette partie-là qu'on enlève. Et le côlon est divisé en plusieurs parties. Il y a ce qu'on appelle le côlon ascendant qui monte, aussi le côlon droit, le côlon transverse, parce qu'il est vraiment transverse et qu'il traverse transversalement tout le ventre. Et ensuite, le côlon gauche, qu'on appelle aussi le côlon descendant, le côlon sigmoïde, qui fait une boucle. Et enfin, le rectum. Le rectum est considéré un peu comme le réservoir et il vient directement se fixer sur le canal anal. Le canal anal, ce sont les muscles qui permettent de contracter. Et ensuite, on a l'anus et la sortie. Donc, concernant les facteurs de risque, on va les diviser en deux. Il y a les facteurs de risque qui sont évitables. Donc, ce sont sur ces facteurs de risque que nous, soignants, eh ben, on essaye de prendre en charge au mieux les patients. Donc, que ce soit dans la prévention ou même dans le soin ou la guérison. Donc, il y a en premier lieu le tabac. Donc, le tabac, c'est pas forcément uniquement le risque de cancer du poumon. C'est le cancer du côlon, le cancer de vessie, le cancer du rein. Bref, le tabac est vraiment à éviter. Ensuite, il y a la consommation excessive d'alcool. Donc, c'est plus de 2 verres par jour chez l'homme et plus d'un verre par jour chez la femme, avec un jour sans alcool par semaine. Ce sont les recommandations OMS. La sédentarité, on sait que l'absence de facteurs, l'absence d'activité physique au quotidien est un facteur de risque de développer un cancer du côlon ou du rectum. Le surpoids et l'obésité, et aussi, d'un point de vue essentiel, l'alimentation. On a une explosion ces 30 dernières années
des cancers en général et surtout des cancers colorectaux. Et on sait que l'alimentation joue un rôle majeur dans le développement de ces cancers. C'est l'industrialisation de l'alimentaire, euh, l'augmentation de la consommation de viande rouge et de charcuterie notamment. Donc les recommandations, c'est 250 grammes par semaine de viande rouge, ce qui est rapidement atteint généralement. Et ensuite, il y a les facteurs de risque, malheureusement, que l'on ne peut pas changer, que l'on dit intrinsèques au patient, c'est l'âge. Plus on avance en âge, plus on a un risque de développer un cancer tel qu'il soit, et notamment le cancer colorectal. Les antécédents, comme on l'a dit tout à l'heure, personnels ou familiaux de cancer colorectal. Si on a déjà eu un cancer du côlon, on a un risque augmenté d'en faire un deuxième. Si dans la fratrie ou chez les parents proches, il y a eu un cancer colorectal, vous avez un risque augmenté aussi de développer un cancer. Et ensuite, il y a les syndromes héréditaires, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y en a principalement deux. Il y a ce que je vous ai dit, le syndrome de Lynch et la polypose adénomateuse familiale. La polypose, ce sont des patients qui développent plein de polypes. Et quand je dis plein de polypes, c'est des centaines de polypes qui sont difficiles à surveiller. Et quand un patient a 400, 500 polypes dans le côlon, forcément, le risque est augmenté de développer un cancer sur un de ces polypes. Et enfin, ce que vous voyez tout en bas, les MICI, ce sont les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Les deux principaux sont les maladies de Crohn et la rectocolite hémorragique. Donc en fait, il y a une atteinte inflammatoire chronique des patients depuis le plus jeune âge, donc à partir de l'âge de 15-20 ans. Et on sait que quand il y a une évolution, à partir de 15 ans d'évolution de la maladie, on a un risque, du fait de cette inflammation chronique, de développer un cancer. Donc, d'un point de vue de la symptomatologie des signes cliniques, au début, on ne ressent strictement rien. Quand on a un polype, c'est complètement asymptomatique, le transit est normal, il n'y a pas de douleur au niveau du ventre. Les signes vont apparaître quand le cancer devient un peu plus volumineux, un stade un peu plus avancé, et on va parler d'altération de l'état général. C'est à peu près tous les cancers, c'est à peu près pareil. C'est l'anorexie, on n'arrive plus à manger, donc on perd du poids et on est fatigué. Les douleurs au niveau du ventre apparaissent quand le cancer devient assez volumineux et ça se traduit souvent par une occlusion. Les symptômes digestifs, on peut avoir une perturbation du transit, surtout quand on a un cancer du rectum avec une alternance diarrhée-constipation qui évolue depuis plusieurs mois. Les rectorragies, c'est la présence de sang dans les selles, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va ensuite parler du dépistage qui permet de détecter de façon très précoce la présence de sang d'origine colique dans les selles. Donc ce dépistage, c'est un dépistage national qui est réalisé entre 50 et 74 ans. Il doit être réalisé tous les 2 ans. Donc à partir de 50 ans, vous recevez directement à la maison via une enveloppe le dépistage à réaliser. Donc l'objectif, comme je vous ai dit, c'est de détecter du sang dans les selles. Donc vous prenez des selles, c'est très bien, c'est très bien fait et facile à réaliser. Vous mettez dans l'enveloppe et vous renvoyez l'enveloppe. Si vous avez du sang dans les selles, on va vous contacter et là, il va falloir réaliser une coloscopie. Le principe de la coloscopie, c'est pour le diagnostic positif, c'est mettre une caméra dans le rectum et dans le côlon pour aller chercher soit un polype qui saigne, soit un cancer un peu plus avancé. Donc vous voyez ce chiffre, 35% de participation du dépistage, c'est très peu. Et c'est bien dommage parce que dans 90% des cas, quand le dépistage est positif et qu'on détecte un cancer, c'est un cancer qui est à un stade très précoce et qui peut le plus souvent être enlevé lors de la coloscopie et ensuite on n'en parle plus. Donc on a 90% de guérison au stade précoce de la maladie. Donc c'est-à-dire pas de grosse chirurgie, pas de chimiothérapie, rien du tout. Donc la prise en charge du cancer, classiquement, elle est soit curative en cas de cancer localisé, soit palliative en cas de cancer avec une dissémination et des métastases sur les autres organes. On va distinguer les petites tumeurs superficielles et de petite taille. Donc généralement, c'est les tumeurs qu'on trouve grâce au dépistage. Donc ces tumeurs sont faciles à prendre en charge, on les enlève directement en coloscopie. Et ensuite, selon la localisation et le stade de la tumeur, on va avoir soit un traitement chirurgical, ou soit d'abord un traitement par chimiothérapie ou radiothérapie, on va y revenir. Quand on a un cancer du côlon, qui ne peut pas être enlevé en coloscopie, en fait, la prise en charge elle va être chirurgicale d'emblée. La prise en charge chirurgicale, le principe est simple, c'est on va enlever
la partie du côlon qui pose problème. Quand on enlève la partie du côlon qui pose problème, ben soit on a un cancer du côlon droit, donc on enlève la partie droite du côlon, soit on a un cancer à gauche, on enlève la partie gauche du côlon. Et ensuite, une fois qu'on enlève cette partie du côlon, eh ben on vient rajouter les deux parties qui sont ici et ici. Ou alors le petit intestin ici avec le côlon qui reste ici. Il faut distinguer la prise en charge du cancer du côlon du cancer du rectum. Le rectum, sa particularité, c'est que c'est vraiment la partie toute terminale du tube digestif et il est enchâssé dans le pelvis. Une des grandes particularités du rectum, c'est, comme je vous ai dit, il vient se fixer au niveau du canal anal. Le canal anal est divisé en deux muscles, les sphincters, internes ici et externes. Quand on parle de cancer du rectum, on va forcément parler de traitement préopératoire. L'objectif du traitement dans le cancer du rectum, ça va être de faire diminuer sa taille pour rendre la chirurgie, la prise en charge plus simple. Parce que quand un patient vient me voir en consultation et a un cancer du rectum, il va me poser deux questions. La première question va être, est-ce que je vais avoir une stomie, une poche, un anus artificiel? Et sa deuxième question, c'est, est-ce qu'on va pouvoir préserver le rectum? Pour savoir si on va avoir une stomie qui est temporaire ou définitive, on va regarder la localisation de la tumeur par rapport au canal anal. Pour faire simple, si le canal anal est touché dans toute sa partie, on ne va pas pouvoir le conserver, donc ça va être une poche définitive. Si on peut conserver le canal anal en réduisant la tumeur avec les traitements préopératoires, ça peut être de la chimiothérapie et de la radiochimiothérapie, mais dans ce cas-là, on peut préserver le canal anal et donc rétablir la continuité digestive. Il peut y avoir néanmoins une poche que l'on dit temporaire, parce que quand on fait une couture au niveau du trait bas rectum et du canal anal, cette couture elle est extrêmement fragile. Donc il faut la protéger temporairement, généralement c'est 6 semaines. On garde une poche, ça dérive l'aisselle comme ça, c'est propre en bas. Il y a une bonne cicatrisation qui se fait, et ensuite on ferme la poche. La préservation rectale, on la propose aux patients qui ont initialement un petit cancer du rectum et qui répondent très bien au traitement. Donc c'est généralement des tumeurs de moins de 4-5 cm. On propose aux patients un traitement, c'est de la chimiothérapie, c'est des rayons. Et si on a un résidu tumoral qui fait moins de 2 cm, on peut proposer une préservation du rectum en enlevant, comme en coloscopie, la cicatrice de ce qui reste. Donc l'objectif de la prise en charge dans le cancer colorectal, c'est de prévenir, soigner et guérir. Donc prévenir, c'est agir sur les facteurs de risque évitables, comme on a vu tout à l'heure. C'est l'arrêt du tabac, la mise en place d'activités physiques, lutter contre le surpoids et aussi lutter contre la malbouffe, très clairement. C'est aussi le dépistage national, 35% sur le plan national, c'est très peu. Donc à chaque fois, au niveau du mois de mars, on a Mars bleu, et l'objectif, c'est de promouvoir ce dépistage qui est facile à réaliser. Ensuite, c'est soigner. Une fois que le cancer est là, on va prendre en charge les patients. Soigner, c'est la chirurgie. Et on a l'évolution avec la chirurgie robotique. On arrive à réaliser des opérations de plus en plus complexes sans ouvrir l'abdomen des patients. Donc, c'est-à-dire qu'on améliore la prise en charge chirurgicale et on améliore aussi les suites post-opératoires. Parce que vous savez que quand on opère, on a des complications, surtout en chirurgie digestive. Et moins on est invasif dans le fait de traiter les gens et de réaliser des chirurgies, et plus les suites opératoires sont simples. Il y a moins de douleurs, il y a moins de complications, les patients vont plus vite à la maison, ils sont plus rapidement remis de l'opération pour ensuite réavoir une qualité de vie comme en préopératoire. Et ensuite, on va parler de la recherche translationnelle, ce pourquoi on est là. Donc moi, je suis chirurgien, mais je suis aussi chercheur au sein du BRIC. Et l'objectif, on va le voir sur la diapo d'après, c'est traiter mieux et évaluer mieux les patients. Et enfin, guérir. Quand on opère un patient, qu'on enlève le cancer, on parle de rémission. La guérison, on va l'atteindre au bout de 5 ans. Donc une fois que le patient est traité, on va le suivre. Au début, c'est tous les 4 mois pendant 2 ans, puis ensuite tous les 6 mois pendant 3 ans. On va amener le patient jusqu'à ses 5 ans. Et au bout de 5 ans, s'il n'y a pas de reprise d'évolution de la maladie, le patient va être considéré comme guéri.
Et enfin, la recherche translationnelle, c'est de réunir des soignants, médecins, chirurgiens, radiothérapeutes, oncologues, qui apportent des questions provenant de leur expérience clinique. Par exemple, on a des patients, ils ont un cancer du côlon droit, on a l'impression que, ils récidivent plus, que ce sont des cancers qui sont plus agressifs. C'est notre expérience clinique. On apporte également des patients, des tissus des patients qu'on a opérés, et on va venir au sein notamment du BRIC, et bien on va chercher des chercheurs, des biologistes, des chimistes, des ingénieurs. Et eux, en fait, ils apportent leurs connaissances fondamentales sur la biologie cellulaire, la biologie moléculaire, la biochimie. Et nous, on a la question, et eux, ils vont chercher, via toutes leurs connaissances fondamentales, à répondre aux questions sur le plan fondamental. Et une fois qu'ils ont trouvé des cibles moléculaires, des cibles cellulaires, on va essayer de transcrire leurs résultats sur les patients. Et c'est ce qu'on fait au quotidien ici. Donc le message, c'est que le dépistage il sauve des vies, 90% de guérison au stade précoce de la maladie, seulement 35% de la population, donc il faut se dépister à partir de 50 ans. Si vous avez un antécédent de cancer du côlon ou vous avez une histoire de cancer du côlon dans la famille, vous ne faites pas de dépistage, c'est directement des coloscopies qui sont réalisées. Il ne faut pas ignorer les signes d'alerte, donc c'est l'amaigrissement, la fatigue, l'apparition du trouble du transit alors que les patients ont un transit normal initialement, une alternance diarrhée-constipation, l'apparition par exemple d'hémorroïdes alors que vous n'en avez jamais eu, ça c'est important et notamment au niveau des médecins traitants. D'accord? Merci de votre attention. Vous pouvez poser quelques questions si... Oui, allez. Oui, bonjour. Est-ce que le cancer colorectal peut se développer à partir d'un autre cancer, c'est-à-dire soit montagne qui se développe, ou comment par rapport à une tumeur initiale? Vous voulez dire, est-ce qu'il peut d'abord y avoir des métastases Oui. et ensuite se développe le cancer du côlon? D'accord. Alors, il y a forcément initialement une tumeur du côlon, qu'elle soit petite ou grosse, et c'est ensuite cette tumeur qui va donner des métastases. Par contre, on peut découvrir un cancer du côlon via des métastases. Par exemple, il peut y avoir l'apparition de ganglions, ou alors on a une perturbation du bilan au niveau du foie, on fait un scanner, on se rend compte qu'il y a des taches au niveau du foie, on fait du biopsie du foie, et on se rend compte que l'origine de ce cancer du foie, c'est en fait le cancer du côlon. Et le problème du cancer du côlon ou du rectum, c'est que la taille n'est pas liée au développement des métastases. Donc on peut avoir des tout petits cancers qui sont complètement indolores, qui vont d'emblée donner des métastases, et parfois, on a des gros cancers qui sont localisés et qui ne donnent pas de métastases. Et c'est d'ailleurs l'origine de notre recherche, de savoir pourquoi un petit cancer de 2 cm va faire plein de métastases et pourquoi une tumeur de 10-15 cm du côlon ne va jamais donner de métastases. Mais quand on a des métastases, on a forcément ce qu'on appelle un primitif, une origine, qui est soit le côlon, soit le rectum. Mais souvent, on a un diagnostic de cancer via les métastases, hein. Ça arrive dans 30% des cas quand même. Oui, merci beaucoup pour l'exposé. Moi, j'ai été opéré il y a maintenant 10 ans de polype pré-tumoraux. Et donc, je ne sais pas si je dois continuer à être suivi au niveau notamment de coloscopie ou est-ce que on peut considérer que maintenant, il n'y a plus de risque. Sans vouloir être indiscret, vous avez quel âge? 61. 61. Alors, quand on a eu effectivement un cancer établi ou des polypes comme vous, qu'on dit précancéreux, dans ce cas-là, vous ne faites plus le dépistage, ce sont des coloscopies tous les 3 à 5 ans. Et ça, vous réalisez ces coloscopies jusqu'à généralement 75 ans. Et à partir de 75 ans, on considère que l'espérance de vie naturelle est inférieure à l'espérance de vie d'un cancer du côlon pris en charge. Dans ce cas-là, on arrête les coloscopies. Et si vous avez eu des polypes précancéreux, dans ce cas-là, ce sont des coloscopies tous les 3 à 5 ans. Il faut prendre rendez-vous donc, via le médecin. Alors, soit via votre médecin généraliste, ou soit
vous allez voir le gastro-entérologue qui vous faisait les coloscopies avant. D'accord. Merci. Merci aussi pour votre exposé. La question, c'est quand on fait des coloscopies, si on trouve une tumeur et des polypes, Oui. ou un polype ou deux, il faut tout enlever, parce que si j'ai bien compris, le cancer colorectal peut partir d'un polype ou part d'un polype. Oui. Et donc, quand on fait la coloscopie, si on trouve une tumeur et un polype, Oui. on enlève la tumeur évidemment, et on doit enlever le polype aussi. Tous les polypes sont enlevés en coloscopie et sont analysés. Si par exemple il y a une tumeur que le gastro-entérologue ne peut pas enlever en coloscopie parce qu'elle est trop grosse et des polypes, il va faire une biopsie de la tumeur pour confirmer le diagnostic de cancer et il va profiter de la coloscopie pour enlever tous les polypes. Donc les polypes sont forcément enlevés parce qu'on sait qu'il y a un développement naturel vers un cancer. Est-ce que la chirurgie... Merci. Est-ce que la chirurgie du côlon, pas le rectum peut-être, mais du côlon peut se faire sous cystoscopie? 95% des chirurgies du côlon sont faites en cystoscopie. Donc le principe de la cystoscopie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de ne pas ouvrir l'abdomen, c'est de mettre une caméra à l'intérieur du ventre, de gonfler le ventre pour que l'on ait un espace de travail et d'utiliser des outils, des instruments qui font généralement entre 5 mm et 8 mm. Et c'est de travailler le côlon, d'enlever le côlon, d'enlever tous les ganglions, de faire la couture en travaillant à l'intérieur du ventre sans y mettre nos mains. Et ensuite, il y a forcément une toute petite cicatrice pour enlever le côlon. Les 95% en tout cas au CHU de Bordeaux sont opérés en cystoscopie. On ne peut pas opérer en cystoscopie quand ce sont des grosses tumeurs très volumineuses où on doit enlever le côlon et aussi d'autres organes autour. J'ai une question plus au niveau génétique. Est-ce qu'il y a des gènes qui sont responsables? Vous avez dit qu'il y avait une grande majorité, que les causes n'étaient plutôt inconnues. Est-ce qu'il y a des gènes responsables comme le cancer du sein, c'est BRCA, et BRCA? Est-ce que dans ce type de cancer, est-ce qu'il y a des gènes vraiment, on sait, c'est responsable? Oui, dans 10% des cas, on a des gènes responsables quand on a une histoire familiale de cancer du côlon ou du rectum. Et on a deux pathologies. On a le syndrome de Lynch et la polypose. Et on a des gènes responsables. Il y a mutation du gène, notamment APC, qui est très connu, bon, pas que pour le cancer colorectal, mais oui, on a généralement 2 ou 3 gènes où on sait qu'ils sont responsables au développement de cancer. Mais ça reste vraiment un petit pourcentage de tous les patients qu'on traite. Et actuellement, quand on a des histoires familiales et on fait des recherches génétiques poussées et qu'on n'a aucun gène qui ressort, généralement, l'histoire de la médecine nous dit, c'est qu'il y a des gènes responsables, mais on n'est pas encore capable de les détecter. Du coup, quand on dit sporadique, la mutation, ça peut être pour toutes les gènes. Il n'y a pas un seul gène. Non, non, ça peut être plusieurs gènes. Parfait. Effectivement. Est-ce qu'il y a sur la récidive du cancer colorectal, merci beaucoup. Est-ce que la récidive du cancer colorectal est fréquente ou pas? Et dans les combien de temps est-ce que... Alors, quand le cancer est localisé, alors, quand c'est au stade précancéreux, il y a très peu de risques de récidive au niveau métastatique. Au niveau d'un cancer du côlon établi qui est opéré, c'est à peu près 35% des patients qui vont avoir une récidive. Cette récidive, dans 80% des cas, elle apparaît dans les 2 ans qui suivent la prise en charge. Donc c'est pour ça qu'on fait des scanners réguliers, tous les 4 mois, les 2 premières années, et on sait qu'on a à peu près, pour un cancer localisé, 30 à 35% des patients qui vont développer des métastases. Passé les 2 ans, le risque de récidive est plus faible, donc la surveillance est un petit peu moins importante, on passe à tous les 6 mois. Mais voilà, sur un total de 5 ans, il faut retenir à peu près 35%. Donc c'est pour ça qu'on surveille comme le lait sur le feu les patients. Quel organe se dirige vers le méta? Alors les métastases sont tout d'abord ganglionnaires, et ensuite c'est au niveau du foie et du poumon. Donc c'est pour ça que le scanner qu'on réalise, c'est un scanner du thorax pour vérifier le poumon,
et un scanner de l'abdomen pour vérifier le foie et les ganglions. Donc il faut retenir foie et poumon. Et quand il y a une récidive de la maladie, ça ne veut pas du tout dire qu'on est en traitement palliatif, parce que ça va dépendre du nombre de métastases, de la localisation des métastases, et très souvent, lorsqu'il y a l'apparition de métastases, ben là, il faut débuter une chimiothérapie, et ensuite, en fonction de la réévaluation, en fonction de la réponse au traitement, ben dans ce cas-là, on peut proposer soit d'aller brûler directement les métastases qui sont présentes, soit de réaliser une chirurgie du foie, par exemple, ou du poumon. Ou les deux. Mais on n'est pas limité, hein. Le cancer colorectal, maintenant, il se soigne quand même relativement bien. Et on a des patients qui sont bien et font pas de métastase les 3 premières années, puis ils vont faire une métastase qu'on va traiter, puis 2 ans après, ils peuvent en faire une deuxième qu'on va retraiter. Donc maintenant, c'est pour ça que le mot palliatif dans le cancer colorectal, on l'utilise vraiment à la fin, parce qu'il y a des patients qui survivent 15, 20 ans et qui ont la même espérance de vie que les patients qui n'ont pas de cancer, juste parce que bon, on détecte précocement les métastases et que maintenant on a la possibilité de réaliser des chirurgies du poumon, des chirurgies du foie très poussées en enlevant à chaque fois la métastase qui apparaît. Et encore une question. Quand, je suis désolée, je vous Non, reconnais. non. Vous allez faire 5000 pas. Vous parliez des tests, donc ils sont à faire tous les 2 ans. D'abord, est-ce qu'on ne les fait pas tous les ans parce que ça coûterait trop cher à la sécurité sociale? Parce qu'on pourrait, si on les faisait tous les 2 ans, on pourrait diagnostiquer encore plus tôt. Et ensuite, euh, comment se fait-il que, par exemple, à un instant T, le test peut revenir négatif et sur le second test, donc 2 ans plus tard, il est positif? Est-ce que vous parliez de 10 ans, je crois, de développement? On est entre 5 et 10 ans. Ben justement, c'est du fait de ce développement de 5 à 10 ans que le fait de réaliser un test tous les ans n'a pas trop de sens. Et deuxièmement, ça détecte le sang dans les selles. Sauf que un polype ou un cancer, en fait, il saigne pas tous les jours. C'est ça aussi le problème. C'est-à-dire que le sang dans les selles peut être positif un jour et négatif un autre jour. Et le fait de le faire tous les 2 ans, on sait que l'évolution est assez lente et qu'il n'y a pas d'intérêt de le faire tous les ans, quoi. Et une fois que le test est positif, il faut bien sûr faire une coloscopie. Il peut y avoir des tests qui sont faussement positifs, où il est positif, ça détecte du sang, on réalise une coloscopie et il n'y a rien à la coloscopie. Ça arrive. Et le test aussi, malheureusement, il n'est pas parfait. Il peut y avoir des faux négatifs où, ben, ce jour-là, la tumeur, elle saigne pas forcément tout le temps, et ben, le test est négatif. Et c'est pour ça que 2 ans après, on peut le rattraper et il sera positif. Et toutes les tumeurs ne saignent pas non plus. C'est ça aussi l'autre problématique. Toutes les tumeurs colorectales. Elles, ouais, ne saignent pas. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des tumeurs colorectales qu'on ne va pas dépister au test. C'est ça. Et alors, comment la personne se rend compte quand c'est trop tard? Ben non, et on s'en rend compte 2 ans plus tard avec un nouveau test, parce que s'il y a une tumeur, elle va forcément saigner à un moment donné, donc voilà. Après, on peut pas réaliser de coloscopie à toute la population française, parce que, enfin voilà, c'est 45 000 nouveaux cas, et puis et la population est bien sûr beaucoup plus importante. Non, puis c'est pas utile. Non, c'est pas utile. 35%, c'est peu. Hein. C'est pas beaucoup. Mais le rapport avec le cancer colorectal, les stomies et la population française est assez délicate. C'est pas quelque chose dont on parle très souvent, même en famille, hein, on peut avoir des proches qui ont un problème à ce niveau-là et qui en parlent pas du tout. Et on n'a pas la même culture que par exemple les pays nordiques, où eux, ils ont aucun problème à discuter avec ça. Ils ont aucun problème à, par exemple, avoir des stomies. Nous, on fait tout en France pour éviter au maximum les stomies, quitte à avoir un résultat fonctionnel avec un transit très perturbé après une opération. Pour le français, c'est pas un problème. Pour les pays nordiques, que ce soit la Norvège, la Suède ou le Royaume-Uni, les patients préfèrent avoir une stomie et avoir une qualité de vie bien meilleure avec une stomie que avoir en fait un rétablissement de la continuité avec un transit complètement perturbé. Ça, c'est une question de culture, je pense.
Après, c'est vivre avec une stomie, c'est pas forcément facile. Vivre avec une stomie, c'est effectivement une adaptation au quotidien. Quand j'ai des patients qu'on prend en charge beaucoup plus jeunes, soit pour un cancer ou soit par exemple pour des maladies inflammatoires qui ont des stomies à vie, dès lors qu'ils ont 20-25 ans, et ils passent 50 ans de leur vie avec une stomie. Et on a des patients qui ont des vies extraordinaires, qui font le tour du monde, qui font des marathons, qui traversent la Manche à la nage avec des stomies. C'est toujours ce que je dis aux patients. Bon, les patients un peu plus âgés de 75 ans, ils vont traverser la Manche, ce que je leur dis aussi. Mais et la qualité de vie est complètement conservée. Quand on a une stomie, on n'a plus de perte par en bas, et on a en fait une poche qui se voit pas quand on est habillé. Et en fait, on va aux toilettes une fois que la poche est pleine, on la vide, et en fait, personne s'en rend compte, quoi. Mais c'est mieux que d'aller 10 ou 15 fois aux toilettes. Et porter des protections, des couches, des choses comme ça. Donc, ça dépend aussi un peu du patient qu'on a en face. Si y a un patient qui est très actif, qui voyage beaucoup, ou si y a un patient qui est plutôt sédentaire. Mais en France, les patients âgés sont plus sédentaires que dans d'autres pays. C'est pour ça.